Bon, bah, bonjour à tous, hein. Donc, Nicolas Boutalan, je suis en fait le CTO de Teach on Mars. Donc on est à Val-Crête, on n'est pas très très loin. On a fait l'inauguration de nos nouveaux locaux la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement. Donc c'est tout beau, tout propre, tout neuf. Semaine d'avant, la semaine dernière on mange à raclette. Voilà. C'est où donc, sur où vos locaux? Val-Crête, ancien locaux de Thales. D'accord. Donc qui sommes-nous en fait? On est un éditeur de logiciels, simplement dans le domaine de la formation sur mobile. Donc contrairement en fait au monde du e-learning, nous on a pensé notre solution de formation mobile first. Donc on a adapté le format pédagogique, donc c'est un format plus court, adapté à un écran restreint, et surtout on joue beaucoup sur la gamification. Donc c'est pas comme e-learning standard, vous êtes derrière un écran, passer des heures de formation. Voilà. On est aussi cross-canal, donc on est sur iOS, Android, on a aussi une version web, ce qui nous permet en fait de couvrir 100% de nos clients. Et on travaille en fait principalement avec des grands comptes et surtout le luxe qui aime beaucoup nos solutions. En fait actuellement on est présent dans une trentaine de pays. Donc, le produit en fait, qu'est-ce qu'on vend pour que vous compreniez un petit peu la problématique. Donc on a un outil d'autoring en ligne, un serveur, qui nous permet donc de créer les contenus, les gérer. Nous on ne vend pas de contenu en fait, nous on vend juste la plateforme technique, ce sont nos partenaires, les clients qui créent leur contenu. Et ce serveur vous sert aussi donc à consulter la base, tout ce que propose n'importe quelle solution finalement de e-learning du marché, hein, le temps passé par vos apprenants, gérer les accès à vos formations, ce genre de choses. Et bien entendu donc les applications mobiles natives. Et en fait, une formation sur mobile est composée de différentes activités que vous pouvez voir ici, et on est vraiment axé sur des mini-jeux. En fait, on essaie vraiment de plaire à nos clients, on leur offre plein de possibilités de customisation pour rendre tout le monde content et surtout que les gens aiment se former. Même si on est éditeur de logiciels, on a quand même en fait, les mêmes contraintes qu'avec n'importe quel projet. Les gens veulent constamment de la nouveauté, des nouvelles activités pédagogiques, des nouvelles fonctionnalités. En tant qu'éditeur, on ne dit pas oui à tout, on ne veut pas se transformer en mode service. Mais ça engendre des contraintes pour créer beaucoup de nouvelles applications. Chaque client souhaite avoir son application. Ça c'est normal, en fait, dans le luxe, vous ne pouvez pas en fait, pour 2 clients concurrents fournir la même application avec un logo commun. Donc ça c'est vraiment des contraintes qui sont inhérentes à notre métier. Toutes les problématiques de maintenance aussi qui vont entrer en compte. Quand vous avez 200 applications dans la nature, vous avez un bug, voilà, là il va falloir commencer à bien gérer ça, où est le bug, comment je fais pour le fixer, comment je dispatche tout ça. Et bien entendu, on a souvent des demandes de fonctionnalités custom. Après, là, on a un process interne qui détermine est-ce qu'on fait ou non la fonctionnalité. On a un comité de produit, je ne vais pas ces détails, mais ça vous arrive aussi, ça peut impacter notre cycle de développement. Donc c'est là qu'en fait, on va commencer à parler un peu d'industrialisation, parce que forcément, on ne peut pas sortir quasiment une nouvelle application par jour sans un minimum de process en interne. En fait, les process, pour ça, il faut comprendre comment fonctionne Teach on Mars. Pour créer une application, on a vraiment 2 départements qui vont rentrer en jeu. Donc, il y a eu toute la phase en amont, donc on a vendu l'application, les commerciaux ont bien travaillé, nous transmettre le projet. Maintenant, on va passer en phase de production. Donc, le département de production, au sein de Teach on Mars, en fait, a pour mission de fournir l'application finale au client. Donc, il prend acte de la commande client, donc dès qu'on a le bon de commande pour le projet, et en fait, sa mission se termine dès qu'on a le PV de recette. Donc, pour ça, en fait, il y a 4 sous-parties en production et toute la partie gestion de projet. La partie support, donc un client a un problème, il va rentrer en contact avec nous, on va l'aider à résoudre le problème. La partie QA, donc ça en fait c'est la dernière étape de notre cycle de livraison, qui va valider que les applications sont conformes à ce que souhaite le client, et surtout valider que les nouveaux développements de la R&D sont corrects. Et la partie App Factory qui elle réellement fabrique l'application. De l'autre côté, vous avez la R&D qui elle est en charge de créer le produit. Alors en fait, il faut considérer que nous on développe un SDK en interne, et que la production est client de notre SDK. On leur fournit un SDK, une documentation, des bonnes pratiques, des exemples, et ils se débrouillent, ils fabriquent les applications, ils nous remontent les bugs, ok, on gère ça dans le cycle de maintenance. Et vraiment, c'est deux départements qui fonctionnent en silo, on est clients l'un de l'autre. Donc l'industrialisation, en fait, c'est réellement dans la partie App Factory qu'elle a lieu. Donc il y a différentes étapes qui sont nécessaires pour créer un projet. Donc ça commence par en fait ce qu'on appelle la shopping list. On va aller voir le client, on va dire bon, qu'est-ce que vous souhaitez.
Là, on a des process qui sont très bien rodés, on a simplement des fichiers qui leur permettent de configurer un peu l'application. Vous voulez que votre application s'appelle comme ci, ok. Vous voulez du texte rouge, d'accord, sur du fond bleu. Ok, bon, c'est pas un très bon choix esthétique, mais ouais, on va voir peut-être comment on peut faire. Récupérer les images de customisation. Donc un client du luxe va vouloir remplacer certaines icônes par des rouges à lèvres ou des bouteilles de parfum, tandis qu'un autre, un client du BTP, va mettre des truelles ou autres iconographies. On a toute la partie configuration de l'application. Nous, nos applications sont très modulaires. On va activer ou pas des options. Donc par exemple, on dit un tel client a besoin de telle option dans son logiciel et tel autre client n'en a pas besoin. Et enfin, on va packager l'application pour l'envoyer en production. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que si vous allez sur l'App Store, vous n'allez pas trouver 200 applications différentes. On travaille énormément avec les MDM des clients. Donc c'est aussi ça qui fait qu'en fait, on ne fait pas du spamming sur le store. On a certains clients qui le sont, mais en général, ce sont leurs employés qui se font en interne. Donc on fait des déploiements via des stores privés. Donc là, pour rentrer un petit peu plus dans le technique, pour montrer à quoi ça ressemble réellement, tout ce qu'on a pu mettre en place au sein de notre environnement de développement. Donc là, j'ai pris que Xcode, pour pas non plus vous noyer et passer trop de temps dessus. Mais on a des choses similaires sur Android Studio. Donc en fait, par quoi ça va commencer? C'est tout bête. En fait, c'est un bon fichier README. C'est tout simple, qui liste en fait toute la procédure à suivre pour créer une application. On a un ensemble d'étapes qui sont détaillées, avec vraiment toutes les opérations à réaliser et toutes les opérations de contrôle. Pour dire, tu veux créer une application, tu dois faire ça, ça, ça. Et attention, tu as tel problème, est-ce que tu as pensé à ça? Pour que réellement, l'App Factory soit client de la R&D, que nous, on n'ait pas à rentrer en jeu dans ce processus. Parce que c'est pas la peine de prendre des ingénieurs pour finalement créer l'application, c'est pas notre rôle. Nous, on crée les fonctionnalités, on ne va pas créer l'application finale. En fait, ce README, en fait, c'est plus le RTFM. Clairement, en fait, on leur dit non, mais vous avez des questions, vous vous confortez à ce document. Si le document n'est pas bon, vous nous le remontez, on met à jour et on voit comment on peut améliorer ce process. Au sein de Xcode, donc on a en fait une arborescence de fichiers, vous voyez ici. Et ça, cette arborescence de fichiers, en fait, elle est commune entre toutes les plateformes. C'est-à-dire que dès le début, on a pris les contraintes de chaque plateforme. On s'est dit, bon, ben voilà, sur Android, telle nomenclature est à respecter, sur iOS, telle nomenclature, les fichiers images, on prend tel format. On a fait une synthèse de tout ça, on a déterminé un format, une arborescence, et c'est la même. Que vous passiez d'iOS à Android, vous faites un copier-coller de l'archive, ça fonctionnera pareil. Les fichiers de configuration sont les mêmes, les images sont les mêmes, tout est identique. On a juste une phase d'automatisation pour optimiser les images au milieu, mais sinon, on ne veut pas d'autres opérations. Donc là, vraiment sur Xcode, on crée en fait finalement ce qu'on appelle une target par projet. Donc on est capable, en fait, quand on ouvre nous le projet, de savoir quels sont les clients qui sont en cours de création, qui sont en cours de production. On fournit systématiquement avec chaque nouvelle version du logiciel 2 versions de base, qui permettent vraiment au département de production de tester et de voir comment doit se comporter l'application finalement. Et toute une phase quand même de scripting, parce que c'est important. Et là, donc ça c'est spécifique à Xcode, il y a une erreur que les gens font souvent, c'est de mettre leur script custom au sein directement des build phases de Xcode. Donc ça, il faut faire attention en fait. Il faut référencer vos scripts, et ne pas mettre le contenu de vos scripts dedans. Parce que quand vous commencez à sortir plusieurs applications, si vous avez des erreurs dans vos scripts que vous devez mettre à jour, vous devez mettre à jour de partout. Donc si vous le référencez comme ça, vous le modifiez une seule fois, et c'est bon pour tout votre projet. Ça a l'air anodin, mais en fait, tant que vous n'avez pas confronté un problème, vous n'allez pas savoir comment le résoudre. Et ça, il faut vraiment en user, voire en abuser, parce que ça vous permet de, quand vous allez compiler votre application, selon l'endroit où vous avez mis votre action, vous allez pouvoir modifier l'application en direct, supprimer des fichiers, en rajouter, signer le package différemment, rajouter des textes sur les icônes, et ce genre de choses. Et vous savez en plus ce que vous êtes en train de construire. Donc Xcode vous fournit des informations du genre, tu construis telle application, dans telle version, et en tel mode, en mode démo ou mode release. Donc tout ça en fait c'est vrai aussi sur Android Studio. Sur Android Studio en fait on passe par Gradle tout simplement, et l'équivalent des targets c'est ce qu'on appelle les flavors. Donc on conserve en fait ces mêmes fichiers de configuration de personnalisation d'une plateforme à une autre, donc, ce qui est en fait impactant au niveau du développement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rajoute une nouvelle option, on a forcément un feature toggle quelque part qui est activé pour activer ou non la fonctionnalité, donc on a beaucoup de tests. Chaque fois qu'on rajoute un nouvel élément graphique, on doit pouvoir le configurer. Donc c'est très lourd, très contraignant, mais si vous avez justement les bonnes bases sur le développement, dès le début vous mettez ça en place, après ça coule de source, c'est un process à suivre, nouvel écran, nouvelle fonctionnalité, tac, voilà les différentes options de configuration, voici les différentes options de personnalisation.
Ce qui nous emmène en fait à un point concernant les traductions. Ça, c'est ce qui nous a donné en fait le plus de fil à retordre. Étant donné qu'on est dans 30 pays, aujourd'hui on doit gérer une vingtaine de langues, je crois, en standard. Et il y a des petites différences en fait d'un client à un autre. C'est-à-dire que dans le monde de la formation, une formation va s'appeler une formation chez un tel, ou un module chez un autre, voire une capsule encore. Et là en fait, nous, on ne veut pas à chaque fois qu'on crée nos projets leur fournir nos 1000 lignes de traduction dans 20 langues disponibles, dire oh, vas-y, amuse-toi, claque 5000 € de budget de traduction et tout. Bah non. Et on ne peut pas non plus dire on va modifier le fichier original, l'envoyer en production, mais en fait ne plus le traquer. On ne va pas commencer à maintenir un fichier de traduction par client, par langue, sinon on ne s'en sort plus. Donc là, on a dû mettre en place un système vraiment dédié à cette problématique, qui est en fait finalement assez simple et très automatisable. On passe par Google Docs. Donc on a en ligne un document qui contient toutes les chaînes de traduction de l'application, par version du logiciel. Donc vous avez toutes les chaînes possibles et toutes les traductions. Ça, c'est ce qui sert de base en fait, au logiciel. Donc on sait que quand on crée une nouvelle application, pour un client donné, on a 20 langues en standard qui fonctionnent. En fait, le client va dire, ouais, mais moi, ma formation, je vais l'appeler capsule. Pas de souci. On lui permet de surcharger en fait certaines chaînes, et lui, tout ce dont il a à s'occuper, c'est 2-3 petites clés de traduction. Donc au lieu de gérer 1000 lignes de traduction ou de gérer N fichiers, en fait, nous, on a juste un petit fichier avec 3-4 variations, un fichier par langue, bien entendu, et tout ça, en fait, est packagé dans l'application, et au runtime, nous, on s'occupe de déterminer quelle version du document on utilise, quelle traduction on va utiliser. Ça, c'est intégré dans nos processus de compilation. Chaque fois qu'on compile une application, on se connecte à Google Docs, on télécharge tout, on génère les fichiers et on les intègre. Comme ça, on ne peut jamais avoir une application qui sort production sans les traductions mises à jour. Donc on n'a pas de chaîne manquante, on n'a pas de vieilles traductions ou autre chose. Et ça, c'est très important parce qu'au fait, au début, on n'avait pas ce genre de système. Et quand vous commencez à sortir de nouvelles fonctionnalités et livrer des clés dans tous les sens, non, normalement, on a un client qui n'a pas les bonnes traductions, les traductions de mauvais clients. On fait un projet de mise à jour de sa plateforme, oui, mais du coup, vos traductions sont plus valides parce qu'on a changé telle ou telle clé. Donc ça, très très important d'avoir un endroit réellement centralisé et quand même de permettre, en fait, la surcharge en fonction des spécificités métiers de vos clients. Pourquoi le choix de Google Docs et pas une autre plateforme Alors en fait, tout simplement, en fait, on a 4 ans, j'étais chez Mars, et donc à l'époque, c'était réellement le choix le plus judicieux. Après, personnellement, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le monde du logiciel et j'ai toujours utilisé Google Docs pour les traductions. Parce que très simplement, avec des formules en fait, de validation, vous pouvez voir quel est l'état de votre fichier. Vous pouvez avoir un onglet qui vous donne en un coup d'œil juste en fait, une matrice avec des couleurs, dire ah bah tiens, telle langue c'est bon, elle est à jour, elle a toutes les clés de traduction, telle autre langue, ah bah il manque 5 clés, vous avez un carré rouge, telle nouvelle langue, j'ai rajouté des clés. Et très très vite, avec simplement des formules, des VLOOKUP et tout, vous avez un statut général de votre traduction. Et en fait, c'est un outil que tout le monde maîtrise en fait. Ça reste un tableur, c'est très très simple, plutôt que de passer par des solutions professionnelles où il y a un petit temps d'onboarding et tout. Après, il y a des très très bonnes solutions qui existent. Moi, par expérience, ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'API qui permettent de récupérer ces documents-là. C'est pas un peu risqué qu'une phase du build dépende d'une API comme ça Non, parce qu'en fait, quand on build, on va publier. Donc on est sur Internet. Okay, donc faut que ça passe. Voilà. Et c'est effectivement, vous ne pouvez pas builder votre application chez vous. Après, on peut avoir des systèmes de cache et tout. Mais c'est vrai, voilà, on s'est posé la question, mais de toute façon, si vous buildez votre application, vous l'envoyez sur le store. Donc, tant pis, ça fail si vous êtes dans le train, mais de toute façon, vous ne pourrez pas publier l'application. Vous allez quand vous rajoutez vous des clés, de nouvelles clés de Alors nous, en fait, on a un process qui est très clair, justement, sur ça. Tout le monde doit mettre à jour, alors. Voilà. Alors non, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a des systèmes de release dans le logiciel, c'est pas tout le monde qui va mettre à jour. Nous, on va rajouter les nouvelles clés, on va fournir les traductions par défaut, et dès qu'on a un nouveau projet qui rentre, qui a besoin de langues qui n'existent pas ou dans lesquelles il y a une traduction, là, on va déclencher le processus de traduction. C'est-à-dire, on va pas... Et un existant qui n'a pas encore ses clés, il va compléter le fichier. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on va pas... son Google Doc par version. Quoi, en fait. Voilà. Nous, on a un système de gestion des versions du logiciel. Et en fait, ça ne peut pas arriver. Ça veut dire que si on arrive dans un cas où on fournit une version de logiciel où il manque des clés, c'est en fait, on n'a pas livré une release. On n'a pas eu le tampon de la production, on n'a pas eu le tampon de la QA pour valider tout ça. Et en plus, donc, petite spécificité de cet outil, de ce script, ça fait échouer la compilation s'il y a des erreurs dans les fichiers. Et nous, on a des règles de validation, voir si on a toutes les clés.
Si je dis je veux une application en français, anglais, allemand, là qui récupère, bah non, allemand il manque 3 clés. Hop, fichier qui est généré, voici les clés qui manquent, voici la version anglaise, débrouillez-vous. Ça justement c'est des mécanismes de sécurité pour éviter qu'on publie une application qui n'est pas bonne. Aussi des validations sur les placeholders. Si une chaîne de caractères contient un placeholder, qu'elle n'est plus présente après, on va éviter ça, parce qu'on a eu des petites surprises, des traducteurs qui traduisaient les placeholders, ça fait pas beaucoup de bien. Mais dans Google Doc, il y a des clés primaires pour savoir que votre truc n'existe pas, les doublons, etc. Ça, c'est avec les formules en fait. Il y a c'est des formules basiques de tableur qui vous permettent de savoir ce qui se passe. Vous triez par alphabétique, vous faites des recherches, des doublonnages, tout ça. Ça, c'est vraiment très simple. Enfin, nous, on a le fichier Google Docs tel qu'il est conçu, on a des protections par onglet. Quand on rajoute des clés, en fait, elles sont forcément triées, donc on a plein de mécanismes de contrôle pour ça. Du coup, pour reprendre, en fait, on a vu la partie facile. Aujourd'hui, c'est pas compliqué en fait de créer 200 applications et de les envoyer sur les stores. En fait, la vraie complexité, c'est tout ce qui va se passer après. La gestion des bugs, la gestion des évolutions, la gestion de votre parc utilisateur. Et c'est là où vous faites plus que rigoureux. Tout le monde peut le faire, c'est créer ces 200 applications. Franchement, vous avez des studios de développement en Inde qui vous en sortir plein. Mais c'est pas ça qui fait que votre produit va vivre, c'est quand vous allez le faire évoluer et faire grossir votre base. Donc tout simplement, la gestion des bugs. Bon ça, c'est la base, j'espère que tout le monde utilise ce genre d'outil, c'est un Crashlytics. Dès que vous avez un crash de votre application, le rapport de crash est généré, il est remonté sur une plateforme, vous recevez un email. Les dernières versions de Fabric sont très évoluées, en fait il y a des systèmes de paliers. Donc si vous avez un certain pourcentage de votre base utilisateur sur un certain laps de temps qui a été impacté par un bug, vous recevez des alertes avec des relances automatiques, attention, vous êtes passé niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ça c'est parfait, toute la gestion de la criticité de vos crashs est gérée par cet outil. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est savoir où est le bug, dans quelle version de l'application. Parce que nous, sur Fabric, aujourd'hui, on a 200 applications. Donc il faut vraiment savoir quelle est la version du logiciel. Il faut systématiquement embarquer les informations sur quelle est la version de la release, quand est-ce qu'elle a été compilée, quelles sont les options qu'on a activées. Donc tout ça, on doit le remonter. Parce que sinon, on n'est pas capable finalement de savoir quel a été le scénario. Tout le tracking aussi, on peut avoir dans nos applications, donc via Google Analytics ou autre système de tracking, est aussi transmis à Fabric. Comme ça, on sait quel a été le parcours utilisateur qui a mené au bug. C'est des petites choses en fait qui vous simplifient énormément votre tâche de debug. Si vous savez comment vous avez produit un bug, en fait, vous avez fait 80% de la résolution. Donc en plus, en tant qu'éditeur logiciel, ça c'est critique. L'autre chose très importante, je vous ai parlé du support TeachOnMars. En fait, si vous avez un problème, la première question qu'on va vous poser au support, c'est ouais, mais c'est quoi votre version d'application? D'où elle vient? Est-ce que vous êtes à jour ou pas? Bon, bah, tout de suite fournir possibilité de répondre à ces questions très rapidement. Donc j'ai telle version d'application, je suis dans telle release, j'ai telle plateforme, voici, on a 2-3 informations nous qui permettent de vraiment savoir quand l'application a été construite. Ça c'est obligatoire, si vous n'avez pas ça, en fait vous allez commencer à tâtonner. Et surtout ce qui est très important, c'est que là en un premier coup d'œil, nous, l'équipe support peut dire ah bah vous n'êtes pas à jour, mettez à jour et rappelez-nous après. Là vous gagnez beaucoup de temps. Presque au bout. Ouais, en fait on a un peu dévié sur Google Docs malheureusement. Je vais essayer de faire vite. Le dernier outil qu'on a mis en place, donc c'est bien de savoir qu'il y a eu un bug, c'est bien de savoir sur quelle version il a eu lieu, mais c'est encore mieux de savoir ce qui s'est passé dans l'application en termes de données. Donc pour ça on a un outil nous côté serveur qui nous permet en fait d'activer des nouvelles options dans le menu, notamment la fameuse option debug. Et quand on active cette option là, en fait on appelle l'utilisateur pour savoir ok vous avez eu un problème, attention on va activer une option. Alors décrire la procédure à suivre. Alors, en appuyant sur ce bouton, ça fait un dump des données de l'application pour nous les envoyer. Et nous on prend cette archive là, on la replace dans un projet standard et on peut retourner au simul. Donc ça, c'est long à mettre en place, mais ça n'a pas de prix. Parce que là, vous savez vraiment ce qui s'est passé. Et comme souvent, les bugs de crash production, c'est des fois des problèmes de données et tout. Si vous n'avez pas les données, vous ne savez pas pouvoir le reproduire. Donc je vais passer vite fait sur en fait, comment on gère nos développements. Donc, en fait, l'idée, la solution naïve, c'est de passer par Gitflow. Dans notre monde, ce n'est pas possible aujourd'hui, parce que justement, on se doit de maintenir différentes versions de logiciels à jour. Vu comme vous êtes sur du mobile, en fait, les gens ne vont pas forcément se mettre à jour, vous ne contrôlez pas. Si vous êtes sur un soft web, il n'y a pas de souci, tout le monde se met à jour, parce que c'est leur navigateur qui se reconnecte à chaque fois. Dans le mobile, vous ne pouvez pas. Donc il y a un autre modèle qui existe, c'est le trunk-based. C'est très similaire à Gitflow, mais en fait, vous remplacez les tags par les branches. Donc vous faites un tag sur une nouvelle liste, créez une nouvelle branche,
et c'est parti. C'est impactant au niveau maintenance, forcément. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est attention, on a une nouvelle branche du logiciel qui existe, on met le hotfix dedans, mais on ne backporte pas les fonctionnalités. Ça, c'est important. Donc comme ça, ça permet de faire vivre un peu le logiciel sur l'ancienne release pour ne pas forcer le client à se mettre à jour. Parce que pour rappel, quand on passe par un MDL, on n'a même pas le contrôle. C'est-à-dire qu'on peut envoyer l'application, il peut se passer 3 mois avant que l'application soit validée. Donc on ne va pas leur envoyer un gros changement, on a les processus de mise à jour des documentations et tout. Voilà, donc pour passer, bon je vais passer un peu vite comme ça, je ne dépasserai pas trop finalement. Vas-y. Donc il y a quelques scénarios quand même que nous on a dû gérer, que je pense que tout le monde gère ça, mais c'est bien de les rappeler. Une gestion de mise à jour de la plateforme, ça dès le début, ça va être vos premières lignes de code. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre à jour une plateforme? Ça sous-entend qu'il faut toujours vous stocker votre application à quelle version vous en êtes. Et ça, c'est pareil, si vous ne le faites pas au début, dès que vous faites une mise à jour, ah mais en fait, j'étais à la version 1 ou à la version 2 avant. Donc quels sont mes différents scénarios à lancer? Donc ça, il faut avoir une version très fine. Donc nous, on a tout un système de migration en interne avec des règles à rejouer. Ce qui va se passer aussi, c'est que vu comme nos applications évoluent, nos contenus, nos activités évoluent, vous allez avoir des cas où des gens ont quelques mois de retard sur l'application, parce qu'ils ne veulent pas mettre à jour leur application, ils n'ont plus de place sur leur téléphone et tout, mais ils vont pouvoir télécharger un contenu. Bon bah là aussi, il faut quand même prévoir ce genre de choses, et distinguer version applicative, qui est vraiment mise à jour sur le store, de version de contenu. Et là, interdire l'utilisateur de le mettre à jour. Mais il y a des subtilités. Si vous créez une nouvelle version de votre contenu, si vous créez une nouvelle activité, en fait, il ne faut pas interdire à la personne de le télécharger le contenu, parce que peut-être qu'elle est quand même compatible. Donc là, il y a quand même des petits algorithmes, des petits ajustements à faire pour ne pas forcer les gens à mettre à jour, s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas, mais quand même empêcher que vous ayez un grave problème en production, parce que tout simplement, l'application ne comprend pas ce qu'elle doit interpréter. Le dernier cas, le plus délicat, tout le monde a dû se confronter à ce genre de choses, c'est la mise à jour des versions d'API. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré en fait, au cœur de notre moteur réseau. Et tout simplement, si jamais vous décidez de couper une branche d'API sur votre serveur, en fait, principalement pour des problèmes de sécurité, il y a tout simplement en fait, une en-tête HTTP qui vous permet de prévenir l'application. Et nous, à ce moment-là, on va prévenir l'utilisateur que cette application ne peut plus fonctionner parce qu'il n'est plus à jour et pour des problèmes de sécurité, il doit se mettre à jour. Donc ça, c'est pareil, plutôt que de faire cracher l'application ou qu'elle ne marche plus, prévenir l'utilisateur quand même. C'est un minimum. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on est très content d'avoir ce genre de mécanisme. Donc voilà, dernière petite slide vite fait. Donc le système en fait pour l'instant nous convient, mais bon, il est loin d'être parfait. Aucun système n'est parfait. On travaille sur deux grosses évolutions majeures de cette architecture. La première en fait, c'est fusionner totalement la configuration entre les applications natives et la web app. Aujourd'hui, on utilise peut-être 20% de la configuration, donc surtout la configuration en termes de comportement. Et tout ce qui est configuration graphique, ce n'est pas mis en commun. C'est normal, entre une application web avec du CSS et tout, en fait des enjeux graphiques différents d'une application mobile, vous ne pouvez pas fusionner. Mais là, on travaille dessus sur une solution pour en fait tout simplement simplifier le travail de l'App Factory. Et le dernier point, c'est, donc comme je vous ai montré dans nos projets, en fait, on embarque les données clients dans chaque target, ce qui nous permet toujours de recompiler l'application au bon moment avec les bonnes données. Ça a quand même un gros inconvénient, c'est le poids du repository Git. Et à un moment ou à un autre, ça commence à être un peu lent. Donc là, nous, on a un gros projet pour séparer ces données-là, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut qu'à chaque instant, on soit capable de rebuilder l'application dans son état exact de livraison. Parce que le contenu et la configuration évoluent sur un arbre donné, et le logiciel évolue sur un autre arbre. En fait, il faut savoir qu'est-ce que vous avez fait à quel moment. Donc, il faut passer par un repository intermédiaire pour reconstruire ça et surtout l'automatiser. Donc ça, c'est un truc, ça fait un mois ou deux qu'on est en train de travailler dessus pour trouver la bonne solution, surtout pour que ce soit fiable. Parce qu'on ne peut plus après, si on commence à automatiser tout ça, on ne peut plus dire, bah non, on ne peut pas reproduire votre application, on ne sait pas d'où vient le problème. Voilà. On peut prendre quelques questions, vite fait, s'il y en a, le sujet était passionnant. Il y a des WebView là. Voilà. Pour l'App Factory, comment les clients se différencient dans leurs apps si c'est un SDK? Alors, je reviens. Première question. Plutôt qu'un SDK, pourquoi un SDK et pas une API? Pourquoi un SDK et pas une API? En fait, ça reste la même chose conceptuellement. En fait, une API, ça va sous-entendre que tu vas refaire un développement par-dessus, autour.
enfin l'API je veux dire, alors que le SDK c'est déjà une solution clé en main. Ça passe que par des fichiers de configuration, c'est tout simplement du JSON, qui remplit tes colonnes, tes valeurs. On a un système de variables, de surcharge aussi dans les JSON, des trucs assez poussés. C'est ce qui correspond le mieux à notre utilisation. Après, c'est pas du web, ça reste du full natif. Ouais. Attention. On a des parties web, mais c'est plus des... On va ouvrir des browsers pour certaines activités, mais c'est pas... C'est pas une question, c'est comment est-ce qu'il se différencie complètement. S'il y a un SDK, c'est que devant, il y a une... Voilà. C'est toute la customisation graphique. Donc là, alors après, je pourrais repartir sur 40 minutes de présentation. C'est comment on va créer un contenu. Donc on passe par notre outil d'autoring, où c'est seulement des fichiers Excel de configuration où tu saisis ton contenu. C'est de la formation, donc ça reste du quiz, du contenu pédagogique, tes cours mobiles. Tu saisis un peu de ce que tu veux, et tu as toute une partie customisation, où là tu vas mettre toutes tes images. Donc les premiers jeux que je vous ai montrés, si tu n'aimes pas les planètes, tu veux mettre des bouteilles de parfum, tu mets des bouteilles de parfum. Et là tu es différent de ton concurrent. Mais Donc, à chaque fois que vous buildez, vous repoussez. Ah non, plus ça de c'est choses. dynamique. C'est dynamique, d'accord. En fait, la seule chose qui est... Donc, c'est le C'est cadre, la configuration en fait, initiale de l'application qui, elle, est envoyée. Mais par contre, il n'y a aucune donnée dedans. Non, Information. l'application a tout été téléchargé après. Ok, donc en Ah. fait, c'est une appli qui est Hmm. effectivement spécifique à chaque client. Voilà. Avec, Avec ses options, son comportement. comportement, ses règles de scoring, il y a des options, par exemple, il y a des options plus ou moins sociales en fonction des clients. Ils préfèrent avoir des options un peu à la Facebook, d'autres non. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on va vraiment D'accord, configurer. mais de toute façon, c'est une application que les personnes téléchargent. Voilà. Ensuite, il faut qu'ils soient connectés à Internet pour Exactement. pouvoir l'utiliser. Non, Ou sinon, pour télécharger le contenu. Une fois que le contenu est téléchargé, ils n'ont plus besoin d'Internet. C'est le SDK qui gère ça. D'accord, donc après, il y a une espèce de base locale qui contient les résultats, je suppose. Exactement, avec des codes Internet, Et puis on remonte. vous poussez, vous synchronisez dans l'autre sens C'est ça. pour avoir les résultats. Bon, c'est pour ça en fait sur la slide tout à l'heure, quand j'avais montré les différents modèles de données, on a différentes bases de données en fait, avec chacune leur importance. On a une base contenu et une base en fait données utilisateurs, vraiment pour les sessions, ça c'est la base critique. On les a séparées si jamais on a un problème de migration. Au moins on préserve la base de données, parce que c'est ça en fait le nerf de la guerre, c'est le temps de formation, c'est ça qui est le plus important dans l'application. Ok. Dernière question. Sur la Parfait, phase de bah, vous pouvez téléchargement, continuer après. c'est assez lourd ou pas? Ça dépend du contenu. Parce que Alors, là, en fait- si je mets des bouteilles de parfum de 3 mégas la photo à Alors chaque fois, déjà, il y a côté serveur en fait, on va compresser, on va couper les images, on va interdire certaines tailles d'images. On a des options de téléchargement, on autorise ou non le téléchargement de la vidéo, tout simplement. C'est ça qui prend le plus de temps. Après, on a bossé sur certains algorithmes pour optimiser le téléchargement. Déjà, la formation, en fait, on va télécharger un zip. C'est tout bête ça comme optimisation. Là, on pourrait faire une presse aussi dessus, c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre télécharger 10 fichiers d'1 méga ou une archive zip de 10 mégas, c'est pas du tout le même temps de téléchargement. Et on a des algos pour savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux télécharger. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mais là, aujourd'hui, formation, la 4G, on l'a à peu près partout, les gens sont au Wi-Fi en général. Alors, en moins d'une minute, on va télécharger la formation. Sauf si vous téléchargez les vidéos, vous avez 2 gigas de vidéos, on n'y peut rien. Petite question